Morning News. Le SINABEF et les patrons sont tombés d'accord, un accord valable pour les 3 points de revendication. Multicash présente ses produits à la presse, une institution financière spécialisée dans la vente de biens particuliers. À l'international, nous parlerons du Cuba qui commémore le 5e anniversaire de la mort de Fidel Castro. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le Joliba Morning News. Après 48 heures de grève, le syndicat national des banques et établissements financiers et les patrons ont trouvé un point d'accord. Selon le secrétaire général du SINABEF, il y a eu accord sur les 3 points de revendication. Écoutons quelques réactions au micro de Moussa Tembini. Les intérimaires qui sont à notre niveau, on a eu un point d'accord ce matin. Ou disons depuis 1h du matin. Et également l'autre point c'est sur le point sur la grille où nous avions demandé 15%. Là également il y a eu un accord. On est à 12% avec une application différée, 10% avec rappel à compter de janvier 2021 et les 2% à compter de 2023. Donc comme l'a dit le patronat, il y a eu des concessions de part et d'autre. Et on a fini par se retrouver. Le 3e point, c'est sur le fonds social, notamment les modalités de sa gestion. Là également, on va se retrouver autour d'une commission pour s'entendre sur les modalités d'application. Ce qu'il faut noter, c'est que nous sommes tous conscients qu'aujourd'hui, ça ne doit plus jamais se répéter. Nous sommes en famille et nous laverons désormais le linge en famille. Il était important pour nous de créer ce cadre et de permettre à ce que les deux parties puissent échanger dans un cadre légal avec l'accompagnement de l'État à trouver des solutions idoines et pérennes aux différentes revendications. Je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons trouvé des points d'accord sur l'ensemble des revendications. Nous n'étions pas compris. Mais aujourd'hui, nous avons vu que rien ne vaut le dialogue. Nous sommes en famille, les travailleurs des banques, établissements financiers et assurances, aussi bien que les patrons. Nous sommes les membres d'une même famille. Et donc à un moment donné, nous n'étions pas compris. Aujourd'hui, ce cap est dépassé. Nous venons de signer un PV de conciliation. L'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite a organisé la sortie de promotion dédiée à Mamadou Konaté et Thomas Sankara, suivant le reportage de Fanta Diarra et Bakoroba Nyari. Une première sortie de promo dédiée à 2 grandes figures de la démocratie et de la politique africaine. Il s'agit de Thomas Isidore Sankara et Mamadou Konaté. Ce projet de formation est initié par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartie, en partenariat avec l'Union européenne. Il a pour but de promouvoir la politique paisible, juste et représentative partout dans le monde. Bart Ovry, l'ambassadeur de l'Union européenne, se félicite de ce projet et encourage les récipiendaires. Le projet, c'est non seulement ce que nous avons vu aujourd'hui, un groupe de jeunes qui ont été formés, qui sont soudés, qui se sont trouvés les uns et les autres, mais c'est aussi bientôt 5 nouvelles promotions. Plus de 200 jeunes qui viendront dynamiser, je l'espère vivement, la vie politique malienne et qui vont confirmer l'engagement civique des Maliennes et des Maliens. Ceci n'est pas un aboutissement. Ceci, mesdames, messieurs les promotionnaires, c'est un point de départ d'un parcours que j'espère très fructueux. Quant aux 2 ministres, ils se sont réjouis de cette remise et demandé aux récipiendaires de s'engager pour une meilleure politique. Au terme de cette formation, vous allez poursuivre vos engagements riches de connaissances, de compétences et valeurs acquises que vous partagerez avec vos concitoyens afin de renforcer et simplifier les actions déjà posées sur le terrain par vos différentes organisations. Je voudrais remercier l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite et l'abnégation de son représentant régional, M. Maïga, l'Union européenne, la commission scientifique et les formateurs des écoles, tout en réitérant mes vives félicitations aux récipiendaires que j'invite à incarner et traduire les connaissances, compétences et valeurs acquises dans leurs pratiques civiques et politiques de tous les jours. Chers jeunes, vous constituerez désormais une véritable pépinière pour faire
la politique autrement. Plus que jamais, les yeux sont rivés vers vos faits et gestes. Je vous invite, chers jeunes, à pédaler et qu'ensemble nous pédalions pour amener notre pays à avancer. Les deux majors de promotion saluent l'initiative et affirment qu'ils en feront bon usage des acquis. Cette formation nous donne des pistes pour lever les pièges et nous assumer pleinement. Parce qu'à travers ces formateurs, nous avons appris à structurer nos interventions et à être clairs dans nos prises de parole. Nous avons appris à connaître l'histoire politique du Mali et l'évolution des courants démocratiques dans le monde. Nous avons appris à comprendre la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. L'école politique a regroupé pendant 3 mois 60 candidats rigoureusement sélectionnés par une commission scientifique. Ces 60 jeunes disposent désormais des bases nécessaires pour entamer ou poursuivre une carrière politique ou au sein de la société civile. Je vous le disais dans les titres, Mouti Cash est désormais une institution financière de la place. Elle est spécialisée dans la vente des biens de particuliers. L'entreprise et ses différents produits ont été présentés. Écoutons les explications au micro de Moussa Tembini. Mouti Cash Company est une structure financière spécialisée dans la vente à réméré. La vente à réméré est une vente pas définitive, mais une vente temporaire de vos biens avec une option de rachat. D'accord. Une vente à réméré, c'est très simple. Vous avez un bien, ça dépend de votre bien. Ça peut être de l'or, ça peut être un véhicule, ça peut être un bien immobilier. Vous amenez ça à Mouti Cash Company, on vous donne du cash. On vous donne du cash et on suppose que vous avez des besoins à régler avec du cash. Après avoir réglé vos besoins avec ce cash, vous venez racheter votre bien. Nous avons les transferts d'argent, nous avons le change et puis nous avons aussi Cash Or qui est un de nos produits phares. Cash Or aujourd'hui permet à beaucoup de personnes de régler les soucis d'argent. D'accord? Les soucis d'argent. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous tracasser la tête à aller demander de l'argent à des amis qui vont vous écouter mais qui ne vont pas satisfaire vos besoins. Aujourd'hui, vous avez de l'or, vous venez à Mouti Cash Company, l'opération se passe en 30 minutes. Donc, c'est très rapide. La durée pouvant aller de 5 jours jusqu'à 6 mois, selon la demande du client. C'est le lancement pour nous de 2 nouveaux produits. Les 2 nouveaux produits, c'est Mouti Imo et Mouti Auto. Mouti Imo, le concept est très simple. Vous avez un TF, vous avez besoin d'argent. Vous venez vous présenter à Mouti avec le TF, on vous donne du cash. Le Mouti Auto, c'est très simple aussi. Vous avez un véhicule. Vous venez vous présenter à Mouti Cash Company avec votre véhicule, on vous donne du cash. Et après avoir réglé vos urgences, vous venez vous racheter votre bien. La première édition de la Semaine de l'entreprise a été lancée ce jeudi 25 novembre 2021 à Bamako. Selon les initiateurs, cette rencontre vise à promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et venir en aide aux jeunes entrepreneurs maliens en particulier. Plus de précisions avec Aminata Traoré et Bourima Doubari. La vie de mon entreprise, c'est le thème retenu pour cette toute première édition de la Semaine de l'entreprise, initiée par l'agence de communication Nekamag. La Semaine des entreprises est un événement qui réunira plusieurs entrepreneurs et potentiels entrepreneurs évoluant au Mali. Cet événement permettra, durant 2 jours, de susciter les vocations entrepreneuriales et de fédérer les initiatives éparses en matière entrepreneuriale, de conseils et d'encouragement, notamment des jeunes. Permettez-moi de formuler les vœux les plus sincères au nom de Nekamag pour que les rencontres, discussions et échanges qui résulteront de cette semaine apportent une contribution significative au développement de l'entrepreneuriat au Mali. Le ministre de l'Entrepreneuriat et de la formation professionnelle estime que les difficultés ne doivent pas empêcher les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat. L'appel que je lance aux jeunes Maliens, c'est qu'ils n'hésitent pas à se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est vrai que ce n'est pas un long fleuve calme, c'est un fleuve avec beaucoup d'obstacles, mais avec la volonté et la passion et l'appui de nos départements
et du gouvernement, je pense que les jeunes pourront aller plus loin. Notons que la semaine de l'entrepreneuriat se poursuivra jusqu'au 27 novembre prochain. La cérémonie de lancement a pris fin par une photo des familles. Le Centre international pour le conseil et la formation CICF a organisé une journée d'échange intitulée « La journée de l'entreprise responsable ». Objectif, discuter du rôle du secteur privé dans la lutte contre les changements climatiques et aussi dans le développement durable au Mali. Eladi Malik Guitei. Mettre l'accent sur le rôle des entreprises privées dans la lutte contre les changements climatiques au Mali, c'est l'objectif principal de cette journée qui se veut un cadre d'échange sur les enjeux du développement durable au Mali. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le changement climatique est devenu plus qu'une réalité, c'est une inquiétude. Donc nous devons, surtout nous les pays sous-développés, prendre cela en compte et trouver des solutions idoines, d'où ce cadre d'échange afin de réduire les impacts du changement climatique, les impacts des externalités des entreprises sur le changement climatique et la communauté environnante. Au cours de la journée, 4 panels seront animés sur des thématiques en rapport avec le changement climatique et le développement durable. Alors, nous avons prévu 4 thèmes qui s'articulent autour du secteur privé face au changement climatique, la problématique du genre dans les organisations, le financement des microcrédits face au changement climatique et le financement d'impact. Tous ces thèmes-là sont importants. Pour minimiser l'impact des changements climatiques sur les populations, les acteurs du secteur privé doivent réfléchir en innovant sur la production, l'industrialisation, voire sur l'économie en général. Vous avez un rôle d'innovation, parce que les solutions passent par de l'innovation. Et l'innovation, c'est le secteur privé. Donc vous avez aussi un rôle de sensibilisation. Dans le cadre de la responsabilité et sociétale des entreprises et de la politique environnementale des entreprises, vous êtes amenés aussi à proposer de l'innovation, à proposer des solutions qui font que nos agriculteurs qui sont loin de Bamako vont s'adapter. Donc tout ceci à travers le secteur privé. Pour atteindre ces objectifs, l'adaptabilité face aux défis des changements climatiques reste l'une des meilleures solutions. Dans un point de presse tenu ce mercredi 24 novembre 2021 dans l'enceinte du groupement mobile de sécurité GMS, la synergie des syndicats de la police nationale s'est dit consternée par la création de la nouvelle unité antiterroriste dénommée Force antiterroriste FAT. Quelques réactions au micro de Moussa Tembine et de Abdoulaye Koniba Konate. La synergie des syndicats de la police nationale a appris à travers l'arrêté interministériel numéro 4649 MSPC MDAC SG du 10 novembre 2021, la création d'une unité antiterroriste dénommée Force antiterroriste, FAT en abrégé, rattachée au ministère de la Sécurité et de la Protection civile et placée sous le commandement direct du ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette nouvelle formation est composée exclusivement de la Gendarmerie nationale et de la Garde nationale, des corps militaires rattachés au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour emploi. La synergie s'est dit consternée par rapport à la création d'une telle unité de corps militaires au département de la Sécurité et de la Protection civile et invite les plus hautes autorités à ramener cette force au département de la Défense et des anciens combattants, tutelle des corps militaires. Elle informe l'ensemble des policiers du Mali qu'à l'issue de la rencontre avec le ministre de la Sécurité et de la Protection civile et le directeur général de la police nationale, dont elle salue et félicite leur volonté d'écoute, il a été retenu la mise en place d'une commission au ministère de la Sécurité et de la Protection civile pour la création et la réorganisation des unités spéciales et antiterroristes de la police. Au sujet des travaux de rectification des grilles, la synergie a été informée de la mise en place prochaine d'une commission au ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, dont elle attend incessamment les conclusions. Elle rassure qu'elle privilégiera la voie du dialogue pour l'instant avant d'agir par tous les moyens légaux afin d'obtenir satisfaction. Pour ce qui est du statut en relecture, la synergie des syndicats porte à la connaissance des policiers qu'il se trouve au niveau du secrétariat général du gouvernement pour les dernières modalités de son adoption.
Le dossier de la rédaction s'intéresse au marché à ferraille. Contigu au marché Sugunikura en allant au quartier Hippodrome, le marché des ferrailleurs est un vaste espace dédié uniquement à la ferraille et à sa transformation. Du tri en passant par le découpage des métaux, c'est un business qui se crée autour de ce secteur porteur pour les jeunes. Aruna Saliakone y a fait un tour. Ici, c'est le marché des ferrailles, un bazar à ciel ouvert. Une mini-industrie qui donne une seconde vie aux barres de fer obsolètes. Pour des industries, des mines, des voitures déposées au cimetière. Nous cherchons les ferrailles du deuxième choix. Peut-être ceux dont l'usine ne peut pas utiliser en temps réel. Voilà, donc on cherche ces ferrailles pour pouvoir utiliser ça. Redonner vie à la ferraille passe par l'étape du découpage, ensuite celle de la transformation. En général, nous découpons d'abord le fer avant de le vendre. Nous transformons l'aluminium en marmite et casserole. Nous fabriquons aussi des pièces de rechange à partir de l'aluminium. D'autres se chargent des épaves de voitures. Lorsqu'on découpe les voitures, nous vendons les pièces en bon état aux garagistes. Les pièces détachées issues de ces voitures font l'affaire de Oumar, mais avec parfois le risque d'aller au commissariat pour des cas éventuels de voitures volées. Je revends les pièces de rechange ici de ces voitures. Les voitures volées constituent des difficultés pour nous. Parfois, on nous convoque à tort au commissariat. La manipulation du fer engendre parfois des blessures. Un infirmier est sur place pour les premiers soins. Je m'occupe des soins préliminaires en cas de blessure. S'il y a complications, je les accompagne dans une clinique. Au marché des ferrailleurs, rien ne se perd, tout se transforme. L'image du jour est consacrée aux habitats Telem dans la falaise de Badjangara. Les Telem, ceux qui étaient avant nous, selon l'expression des Dogons, sont un peuple qui vivait au Mali, dans la falaise de Badjangara, dans ce qui deviendra le pays Dogon. Dans les alvéoles rocheuses de cette falaise rouge, des constructions anglaises abritent des ossements de Telem, ainsi que des vestiges témoins de leur civilisation bien antérieure à celle des Dogons. L'arrivée des Telem à Badjangara, où ils auraient succédé aux Toloï, remonte au XIe siècle. Des fouilles archéologiques ont permis de retrouver de nombreux ossements, mais aussi des objets comme des tissus, de la vannerie, des perles, des poteries. Ils vivaient en troglodytes, construisant leurs maisons dans la falaise. De petite taille, ils sont à tort souvent associés aux pygmées. Ils vivaient de la pêche, de la cueillette, de l'agriculture à la houe, de l'élevage et de la chasse à l'arc. Dans les nécropoles, ils plaçaient les offrandes aux côtés des défunts. Tantôt dans leurs vêtements, les femmes portaient un cache au sexe de fibres tressées ou parfois enveloppées dans des couvertures. Les squelettes gisant et par de toute évidence, les dépouilles furent progressivement déplacées afin de ménager de l'espace pour de nouvelles inhumations. Afin de pouvoir établir l'identité biologique de la population Telem, ces squelettes ont été examinés. Ils appartiennent tous à un seul groupe à caractère anthropométrique reconnaissable dont la composition génétique n'a pas beaucoup changé pendant les 5 siècles de son existence. Au XIVe siècle, les Dogons venant du pays Mandé et qui fut l'islamisation arrivent dans les falaises. Les Telem fuient à leur tour pour se réfugier vers le sud au Mali et au Burkina Faso. Quelques villages Telem existent encore autour de la frontière avec le Burkina Faso, dont le village de Yoro au Mali. Les anciennes maisons des Telem sises à hauteur le long de la falaise serviront de cimetière pour les Dogons qui hissent les corps de leurs morts à l'aide de cordes. À présent, l'actualité internationale. En Éthiopie, l'armée recrute de nouveaux soldats alors que le Premier ministre Abiy Ahmed a rejoint le Front pour, selon un média d'État, diriger une contre-offensive contre les rebelles qui menacent de prendre la capitale. J'ai été stupéfait quand j'ai appris que le Premier ministre Abiy Ahmed avait l'intention de rejoindre les soldats sur le terrain. Quand un leader quitte son fauteuil, son autorité, son trône, c'est pour sauver son pays. Son objectif n'est pas de vivre, mais de sauver ce pays. Et j'ai sangloté quand il a dit « Suivez-moi » et qu'il est parti au front.
La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel, réitère la proposition du Royaume-Uni à la France d'envoyer des patrouilles de police communes sur la côte française longeant la Manche après la mort de 27 migrants dans le naufrage de leur embarcation. Le Royaume-Uni a soutenu son soutien indéfectible et généreux à la France pour mettre fin à ce terrible commerce d'êtres humains. Nous ne travaillons pas uniquement pour mettre fin à ces traversées parce que nous sommes sans cœur. Le Royaume-Uni a une approche humaine claire et envers les demandeurs d'asile et les réfugiés, c'est extrêmement dangereux et hier était le moment que beaucoup d'entre nous craignaient depuis de nombreuses années. Les tentatives de traversée de la Manche à bord de petites embarcations ont doublé ces 3 derniers mois, avait récemment mis en garde le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, Philippe Dutrier. Au 20 novembre, 31 500 migrants avaient quitté les côtes depuis le début de l'année et 7 800 migrants avaient été sauvés. Une tendance qui n'a pas baissé malgré les températures hivernales. Avant ce naufrage, le bilan humain depuis janvier s'élève à 3 morts et 4 disparus. Une cérémonie à la mémoire du leader Máximo Fidel Castro s'est déroulée mercredi soir à La Havane à l'occasion du 5e anniversaire de sa mort. Les images des millions de Cubains reconnaissants qui ont accompagné sur un parcours de 900 km sur l'île, entre La Havane à Santiago, les cendres du commandant mort le 25 novembre 2016 à l'âge de 90 ans sont désormais lointaines. Malade, Fidel avait laissé les commandes à son frère Raúl en 2006 après 47 ans de pouvoir. Ce dernier, après avoir engagé un processus d'ouverture économique, a ensuite cédé en 2018 les rênes de la résidence à Miguel Díaz-Canel, puis en 2021 le contrôle du Parti communiste cubain. Mais jamais la révolution cubaine de 1953 à 1959 n'a retrouvé de second souffle. Les fils de la révolution qui avoisinent les 70 ans sont à la retraite et les dirigeants historiques n'apparaissent plus que dans la rubrique nécrologique du journal Granma, l'organe officiel de communication du Parti communiste cubain. Arrivée des secours alors qu'au moins 11 personnes ont été tuées et près de 50 sont portées disparues après un accident dans une mine de charbon de Sibérie, une nouvelle catastrophe qui frappe un secteur régulièrement endeuillé en Russie. Après des opérations menées toute la matinée pour retrouver les mineurs bloqués sous terre, les services de secours ont annoncé dans l'après-midi avoir dû temporairement suspendre leur travail à cause d'un risque d'explosion. Selon le service de presse du gouverneur local, 285 personnes se trouvaient dans la mine au moment de l'accident, dont les causes n'étaient pas connues dans l'immédiat. Au moins 11 personnes sont mortes et 46 étaient coincées à l'intérieur de la mine, a indiqué la même source, ajoutant qu'il n'y avait aucun contact avec les mineurs disparus. Un précédent bilan faisait état de 49 personnes encore à l'intérieur. Le président russe Vladimir Poutine a exprimé ses profondes condoléances aux familles de mineurs décédés, a indiqué son porte-parole Dmitry Peskov, ajoutant espérer que les personnes sous terre pourront être secourues. Un accident dans cette même mine avait déjà eu lieu en octobre 2004, lorsqu'une explosion de méthane avait tué 13 personnes. Selon les médias russes, une explosion y avait aussi tué 5 personnes en 1981, à l'époque soviétique. Fidèles téléspectateurs du Morning, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Joliba TV News. Joliba Morning News.